Meilleurs vœux à vous, chers téléspectateurs. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux en ce jour de 3 janvier 2014 pour ce tout premier numéro de votre magazine Regard Sûr qui va se pencher, comme vous le savez, sur l'actualité ici au pays. Et pour ce tout premier numéro, nous allons nous pencher sur ce qu'a été l'année 2013, mais également essayer de faire des projections et parler des enjeux et défis qui attendent la République démocratique du Congo pour l'année 2014. Et avec moi sur ce plateau pour parler de ce bilan, mais également pour faire cette projection, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Tarsis Loseke. Bonsoir et meilleurs vœux à vous, docteur. Bonsoir madame, et je vous explique que les mêmes vœux de nouvel an. Alors il faut dire que vous êtes déjà cadre de l'UDPS, cadre ou combattant, hein, parce que les deux vont de pair, hein, surtout au sein du parti du Sphinx de l'Imité. Oui, on est cadre du parti de l'UDPS, mais tant qu'on est dans la lutte pour l'avènement de l'état de droit, on est toujours combattant. Alors on va parler de ce phénomène combattant qui a essayé également de marquer l'actualité congolaise, surtout vers la fin de cette année. Mais parlons un peu de ce qu'a été l'année 2013, d'abord pour le pays. 2013, comment avez-vous analysé la situation politique ici en République démocratique du Congo? Bon, avant toute chose, madame, permettez-moi de présenter à vos téléspectateurs mes voeux les meilleurs pour l'année 2014. J'ai une pensée particulière pour nos compatriotes qui sont dans les hôpitaux et ceux qui sont dans des conditions abominables des cachots et des prisons de cette République. Je pense spécialement à eux en leur disant que j'espère pour eux que cette année 2014 sera une année de joie, une année où nous connaîtrons la libération de la plupart d'entre eux, qui ne se découragent pas, c'est ça la vie, mais qu'ils soient confiants à l'avenir et que cette année 2014 soit une année heureuse prochainement pour ceux qui souffrent. Pour répondre à votre question, moi je suis prêt à ce que nous puissions faire le bilan de l'année à notre manière, puisque nous ne sommes pas au pouvoir, donc nous avons à nous notre bilan à nous, et je me mets à votre disposition pour des questions. Justement, parler de ce bilan-là, vous n'êtes pas au pouvoir, mais cela ne vous empêche pas d'essayer de dresser ce bilan-là, de ce qu'a été l'année 2013, en tout cas ici au pays. C'est pas parce que vous n'êtes pas au pouvoir que vous n'avez pas un bilan à dresser. Non, nous constatons en tant que peuple, puisque notre devise à l'UDPS, c'est le peuple d'abord, nous constatons à la place de ce peuple que le bilan est surtout caractérisé par une violence institutionnelle permanente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette violence se caractérise pas seulement par des arrestations, des brutalités ou des morts d'hommes, mais surtout ce que nous vivons au quotidien. Je veux dire par là que lorsque nous vivons une situation où 80% des jeunes ne trouvent pas du boulot, nous vivons une situation où 70% ou 70% des Congolais vivent avec moins de $2 par jour. Nous sommes dans une situation où il n'y a pas de soins de santé convenables, où l'accès à l'école devient un calvaire pour beaucoup de familles. Nous sommes dans une situation où l'accès à l'eau potable et dans des conditions de vie dignes d'un être humain ne sont pas remplis. Eh bien, ce bilan pour le pays, ce bilan est tout à fait négatif. Et nous nous battons pour que cela change. Nous avons un programme pour cela à l'UDPS, et ce programme, malheureusement, avec le hold-up électoral de 2011, nous ne pouvons pas le réaliser, et nous disons à notre peuple que nous sommes dans la droite ligne pour y arriver. Alors vous attendez l'impérium qui traîne quand même 3 ans. Pourquoi ne pas vous dire carrément ok, on attend, parce que l'année 2014 c'est aussi une année électorale où on va poursuivre avec le processus électoral. J'étais carrément l'éponge au lieu de continuer d'attendre l'impérium qui ne vient pas.
D'abord, je vous dis que rien n'est sûr avec le calendrier électoral, avec celui qui est à la tête de la CENI qui du reste n'est pas indépendante. Avec ce monsieur-là, nous ne sommes pas sûrs qu'il y aura des élections demain et cette année-ci. Donc, il ne faut pas parler de choses pour lesquelles vous n'êtes pas sûr. Deuxième chose, c'est que... Toujours pessimiste, hein? Non, quand c'est pas nous, c'est que les autres font, c'est toujours mauvais. Non, je ne suis pas pessimiste. Nous connaissons des gens qui agissent à des institutions que nous connaissons. Donc, quelqu'un comme celui qui dirige, qui est à la tête de la CENI, n'a aucune parole que nous pouvons prendre comme parole d'évangile. D'autant plus que il nous a déjà prouvé ce dont il est capable dans le temps. Il n'a jamais tenu la parole, encore moins le calendrier électoral. Et nous sommes tout à fait sûrs qu'il n'y aura aucune élection cette année-ci. Pour revenir à l'impérium, c'est notre combat et nous devons y arriver. Il n'y a pas de timing pour arriver à l'impérium. Il n'y a pas de timing. C'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie. C'est une question d'organisation. Je ne peux pas en dire plus sur ce plateau. Alors, vous parlez de l'impérium, vous êtes sûr que vous finirez par l'avoir, mais pourquoi ne pas capitaliser ce temps? Parce qu'il faut dire qu'il reste quoi? 2 ans avant les prochaines élections, même si vous n'y croyez pas. Pourquoi ne pas capitaliser ce temps pour essayer de mieux préparer, mieux affûter vos armes pour 2016? Non, ce n'est pas notre point de vue. Nous savons que l'échéance de 2016 existe, mais ce n'est pas notre préoccupation la plus importante. La plus importante, c'est amener un changement dans ce pays, ou que le pays et ce peuple sortent de cette violence institutionnelle dont nous parlons. Vous ne pouvez pas attendre patiemment 2 ans pour que la destruction se poursuive. Nous vivons dans une insécurité permanente dans ce pays, l'insécurité qui, comme vous savez, est due à la mauvaise gestion de ce pays, à la mauvaise gouvernance de ce pays. Donc nous ne pouvons pas laisser les choses évoluer de cette manière puisqu'il y a un mandat qui est figé que nous devons attendre 2016. Nous sommes dans un combat, dans une lutte pour l'impérium. Nous verrons ce que ça va donner, mais nous n'avons pas de timing précis. Je n'ai rien d'autre à vous dire sur ce point de vue-là. Alors, on va continuer toujours à dresser le bilan de ce qu'a été l'année 2013, marqué notamment par les concertations nationales où vous avez refusé de prendre part. Vous regrettez? Une réponse brève, nous ne sommes pas concernés par ces concertations, encore moins par tout ce qui s'est passé. Pourquoi? L'unité, ça vous dérange, ça vous démange? Ça n'a rien à voir avec l'unité ni la fameuse cohésion dont on nous parle. Conjuguer les efforts pour avoir un pays plus beau qu'avant, un pays fort. Mais pas avec ceux qui détruisent ce pays. Comment ça? Est-ce que l'UDPS pense être le seul à vouloir mieux construire ce pays sans lier des autres? Non, nous ne sommes pas les seuls. Nous avons un peuple qui, si on les consulte à l'heure actuelle, il sera d'accord avec nous. L'initiative n'était pas vraiment la bienvenue chez vous? Laquelle concertation nationale. Nous ignorons ces forums-là, ça ne nous concerne pas. Alors même si, il faut dire, même si ça ne vous concernait pas, mais ça a quand même abouti à plusieurs recommandations et d'ailleurs d'aucuns font une corrélation entre ces concertations nationales. Je vous dis tout de suite que ces recommandations, c'est la copie collée de ce qui a été déjà approuvé à la conférence nationale souveraine. Donc il n'y a rien, il n'y a aucune innovation. Alors, en dehors qu'on a ajouté certaines choses liées à la conjoncture actuelle qui intéressent le pouvoir actuel et puis c'est tout. Alors là, on a quand même une preuve que vous avez suivi les débats au niveau des concertations nationales, même si vous n'étiez pas tout à fait concerné, mais ça quand même aboutit, surtout sur le plan sécuritaire, à ce qu'on puisse arriver à stabiliser. D'aucuns font une corrélation entre la réussite, entre guillemets, des concertations nationales et la victoire des FARDC dans l'est du pays. D'abord, je vous dis que ça ne sert à rien qu'on parle de concertation, parce que nous n'y étions pas et nous ne sommes pas concernés. Nous parlons là de la situation dans l'est du pays. Ce qui s'est passé à l'est, nous saluons d'abord la communauté internationale avec la brigade d'intervention qui est venue donner un coup de pouce décisif à notre armée et bravo à notre armée qui a gagné ces paris-là pour chasser ceux qui sont venus d'ailleurs pour
perturber la quiétude de notre population à l'Est. Et ici, j'en profite pour saluer quand même le général Olenga, qui est un militaire. Je vous informe que c'est un disciple de M. Kissa Sengandu. Et si M. Kissa Sengandu n'a pas été tué, comme on vient de tuer les colonels au front hier, Mamadou, eh bien les choses se seraient passées autrement avec l'AFDL. Il n'y aurait pas une bande d'aventuriers dans l'AFDL. C'est M. Kissa Sengandu qui, avec l'AFDL, a initié la libération à partir de l'Est, mais malheureusement il est mort, il a été assassiné par les ennemis de ce peuple. Et là je salue le général Olenga qui est son disciple, qui est allé justement avec détermination pour libérer l'Est de la République. C'est un coup de chapeau que je porte à mon frère général Olenga. Et donc on porte également un coup de chapeau au commandant suprême, hein, Joseph Kabila, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, mais est-ce que vous pensez que ça y est, c'est fini avec ce cycle de violence dans la partie est du pays avec la débâcle du M23? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr tant que la gestion du pays reste entre les mains de certaines personnes qui instrumentalisent toutes ces crises pour se maintenir ou pour pérenniser leur existence au pouvoir. Vous pensez qu'il y a une machination politique, des gens qui veulent s'éterniser? Vous savez, la plupart des guerres ont toujours des manipulateurs, hein, donc ce n'est pas étonnant. On sait que c'était une guerre d'agression. Que ce soit un fonds de commerce pour certaines personnes. Mais on sait que c'était une guerre d'agression venue du Rwanda, de l'Ouganda, des pays voisins. Rien de tel en interne, en tout cas. Bon, si je peux vous donner une réponse à ce sujet, c'est que c'est depuis 1997, oui, 97 ou 96, quand l'AFDEL est arrivé, que ce pays a été agressé, puisque la rébellion de l'AFDEL n'était pas une rébellion congolaise, mais c'était une rébellion rwandaise, à tel point que nous avons connu un général, un chef d'état-major venu de l'AFDEL occuper ce poste en République démocratique du Congo. Donc la guerre d'agression remonte à aujourd'hui presque 2 décennies. C'est depuis longtemps que ça a commencé. Donc des agressions à répétition, nous allons les connaître tant que nous avons à la tête de ce pays, au pouvoir, des gens qui sont issus de cette forme d'agression qui part de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire que vous pointez du doigt le Rwanda. Le Rwanda, on le sait, avec le RCD Goma, à un moment a voulu faire comment dire, alliance avec l'UDPS. Ça vous a quand même coûté cher. Aujourd'hui, vous leur tournez le dos. Non, je ne crois pas, parce que là, c'était dans un cadre précis. Le RCD qui comportait à son sein beaucoup de compatriotes congolais, et la plupart sont actuellement aux affaires. Donc si on parle des traîtres, on pourra également citer aussi l'UDPS, hein, qui a un moment a voulu faire alliance avec les pro-rwandais. C'était un accord ponctuel, une alliance ponctuelle pour sauver le dialogue inter-congolais. Et c'est grâce à cela d'ailleurs que nous avons sauvé ce pays, parce que si on avait laissé l'accord de cascade, eh bien ce pays n'existerait plus. Alors, on vient de parler, vous avez tout à l'heure cité le nom du colonel Mamadou Ndala, tombé dans une embuscade, en tout cas sur le point de vue officiel, alors qu'il était considéré comme l'un des héros de cette bataille contre le M23. Comment vous analysez cette situation? Est-ce que c'est vraiment une embuscade ou c'est une machination politique? Et surtout que ça intervient au lendemain d'une fusillade qu'on a constatée dans plusieurs villes du pays, notamment ici à Kinshasa, avec des sites pris d'assaut par des assaillants à Lubumbashi, mais également Kolwezi, Kindu. Comment vous analysez cette perturbation sur le plan sécuritaire juste au moment de la fin de l'année 2013? Vous savez, ce qui est bien, c'est que quand vous posez une question, la réponse se trouve dans la question que vous posez. En d'autres termes, vous posez la question s'il s'agit d'une embuscade ou pas. Mais vous avez donné la réponse, c'est-à-dire personne n'en sait rien. Mais ce dont je suis sûr, c'est que, selon mes informations,
la partie à 10 km de Béni où Mamadou a été tué, parce que pour moi c'est un meurtre, la partie où il a été tué est sous occupation de nos forces armées. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut que les enquêtes nous démontrent que cet assassinat, parce que pour moi c'est un meurtre, c'est un assassinat, que cet assassinat n'est pas dû ou commandité par des personnes bien identifiées. On parle de Zadef Lalou, vous n'êtes pas d'accord avec cette hypothèse? Mais je viens de vous dire que cette partie, selon mes informations, à moins que les contradicteurs habituels viennent dire le contraire, cette partie de la République est sous l'autorité ou sous la surveillance de nos forces armées. Donc il faut qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Il faut qu'il y ait une commission indépendante et neutre pour élucider ce problème d'assassinat du colonel Ndala. Alors il faut dire que le M23, vous avez tout à l'heure loué les mérites du général Olenga qui a réussi avec ses troupes, bien entendu, à bouter les M23 hors de nos territoires. Mais ce n'était pas le seul groupe armé, il en reste encore beaucoup, la zone demeure encore instable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous ces groupes rebelles puissent laisser la RDC? Bon, moi je ne suis pas responsable de la sécurité dans ce pays. N'empêche que vous pouvez avoir des idées à émettre, les gens meurent, les femmes sont violées. Nous, notre credo a toujours été, pour que les choses changent à l'Est, il faut qu'à Kinshasa, il y ait un pouvoir crédible et légitime. Et vous représentez ce pouvoir crédible et légitime? Non, le pays n'a pas encore ce pouvoir. Pourquoi vous ne faites pas l'idée que non, ça y est, on a perdu les élections et voilà, on doit composer avec toutes les forces? Parce qu'en attendant qu'il y ait un pouvoir, il y a les femmes qui meurent, il y a les enfants qui sont tués, il y a la population qui souffre. Oui, mais pourquoi elle souffre? C'est parce qu'elle est mal gérée, cette population-là. C'est pour ça qu'elle souffre. Je vous ai parlé de la violence institutionnelle. La violence est liée à l'autorité, au leadership qui dirige le pays. Il ne peut pas, il faut que ce peuple aspire au bien-être. Mais on ne voit rien venir, Et en plus, il y a une crise de légitimité, je vous dis. Il faut insister là-dessus. Voilà pourquoi il y a eu des concertations et vous avez refusé. C'est un pouvoir qui est là par la force, qui s'est imposé. Donc ce pouvoir restera toujours illégitime jusqu'au moment où nous espérons qu'il n'y aura pas de prolongation des mandats. Parce que je crois qu'il y a une vie après la présidence et je crois qu'on va dégager tout de suite lorsqu'on aura vidé son mandat. Mais avant ça, il y a la crise de légitimité qui continue et qui persiste. Et nous nous battons que avec l'impérium, cette crise de légitimité sera balayée. Mais il y a également crise de légitimité au sein de l'UDPS parce que le président national est hors mandat quand même. Vous n'avez toujours pas organisé les élections, donc vous êtes aussi des hors-la-loi. Non, pas du tout. Vous ne prêchez pas par l'exemple. Il y a des dispositions internes qui font Rappelez-nous ces dispositions-là parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer, donneur de leçons. Que ce n'est pas... Non, on n'est pas des donneurs de leçons. Ici, on s'occupe du pays. On n'est pas venu parler de l'UDPS qui, à mon avis, et selon moi, selon les textes qui régissent notre parti, et tout va bien, le président est en place conformément au statut et conformément aux résolutions du Congrès ordinaire de 2010. Donc ils ont tort ceux-là qui disaient que non, Tshisekedi était hors mandat, hors de lait et qu'il fallait à tout temps organiser. C'est de l'intox, ce sont des gens qui, où ils sont dans le parti, s'approchent du pouvoir, où ils sont en dehors du parti,
ils font l'intoxication pour nuire à l'UDPS. Il faut dire que chez vous aussi, c'est un peu une sorte de pensée unique. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec le chef, on vous taxe tout de suite d'être avec ses ennemis ou ses adversaires. Non, pas du tout, pas du tout. Nous avons... On l'a vu. Pour nous, c'est la liberté d'expression, c'est la démocratie. Tout se décide selon les structures et les organes internes du parti. Mais on l'a vu, hein, quand vous avez carrément chassé les députés qui ont décidé de siéger. Mais à propos de ces députés, Voilà. parlons-en. Parlons-en. Vous savez que lorsque vous êtes dans une structure, dans un combat, et vous vous écartez de la ligne de ce combat, vous vous auto-excluez. Ça veut dire, vous n'êtes plus d'accord et vous-même vous quittez. Comment voulez-vous que nous combattons une dictature et qui s'est organisée pour créer une assemblée de soi-disant élus, une assemblée qui est la caisse de résonance du pouvoir dictatorial, et vous voulez que nous, on accepte d'envoyer nos députés, ceux qui étaient élus sur les listes de l'UDPS, aller siéger dans cette assemblée? Non, on leur a dit, c'est en âme et conscience, vous faites le choix. Ou vous restez dans le parti et vous renoncez à siéger dans cette caisse de résonance du pouvoir, ou bien vous y allez librement pour vos raisons personnelles, les conforts, ou je ne sais pas, la peur, ou n'importe quoi. Vous y allez, là, vous quittez librement le parti. Pourquoi? Parce qu'on entre librement dans un parti et on quitte librement ce parti. Donc, cette histoire est déjà close. Il ne faut pas qu'on y revienne. Non, et je vous demande que vous, au niveau de la presse, que vous puissiez clore ce chapitre. Non, mais comment clore alors qu'il y a un parti qui a un groupe parlementaire UDPS et allié au Parlement, donc difficile de clore ce chapitre-là tant qu'il y aura toujours des élus qui continueront de se réclamer de l'UDPS. Il y a quand même ça ne concerne pas l'UDPS. Ça concerne ces personnes-là qui sont allées siéger dans cette assemblée que nous ne reconnaissons pas. Alors, on reste toujours avec l'UDPS, avec ces fameuses cartes qu'on vient de mettre sur le marché. Vous pensez que ces élus-là, si ils viennent chercher leurs cartes, ils auront droit à ça? Comme ça, ils seront... Mais de quel droit ils viendront chercher ces cartes-là? Ils vont revenir au parti comme ça. On peut partir et revenir de manière incontrôlée sans que ce n'est pas un marché, l'UDPS. Hein. Quand on a quitté librement, mais on ne peut pas revenir comme ça. Puisqu'on a décidé de revenir, on part le matin, on revient le soir. Ça n'existe pas, ça. Alors là, on était déjà en train de faire un petit bilan de parti du Sphinx. Hein. Il faut dire, on ne sait pas, il est là, il attend l'impérium. Qu'est-ce qui est prévu pour le parti? Parce qu'on reviendra bien entendu sur le bilan économique de ce qu'a été l'économie du pays tout au long de 2013. Mais parlons un peu du parti du Sphinx. Qu'est-ce qu'il a été en 2013? Pourquoi vous l'appelez Sphinx? C'est un président de la République qui était élu malgré le fait que vous, avec ceux qui vous intoxiquent, nous ne sommes pas intoxiqués, nous sommes pragmatiques, contrairement peut-être aux gens de l'UDPS, parce que vous n'avez pas le pouvoir. Mais il y en a un qui n'est pas, qui s'est retrouvé vraiment dans ce petit soulier, c'est Ngoï Molonda, puisqu'on l'a éjecté à la suite de cela. Donc, il a manipulé les élections avec son équipe. On les a mis dehors, mais les bénéficiaires de cette tricherie-là, ils sont là. Et c'est eux qui manipulent tout le monde, y compris la presse à laquelle vous appartenez. La presse, elle n'est pas manipulée, sinon on ne vous laisserait pas parler quand même. Non, je suis libre de parler, vous m'interviewez et je réponds librement à vos questions. La presse, elle fait son travail, elle est peut-être beaucoup plus pragmatique. Elle devait être beaucoup plus incisive, comme partout ailleurs, dénoncer les corruptions qui sont visibles. C'est ce qui est fait. Vous voulez que je vous donne des exemples? Oui. Des exemples? Oui, c'est ce qui est fait dans la presse congolaise. Chaque jour, quand vous zappez, vous voyez qu'il y a des gens qui passent leur temps à dénoncer les maux qui rongent la société. Bravo alors, bravo, je vous félicite, mais il faut que ça porte des fruits. Apparemment, je crois qu'on se moque
de cette presse éperdument, d'autant plus qu'on parle de la presse coupagiste. Moi, je sais, l'expression ne vient pas de moi. Revenons à l'UDPS et au pays, plus sur le bilan de ce qu'a été votre parti, en tout cas, tout au long de 2013. Je crois que nous, notre parti est dans le peuple, c'est le peuple d'abord. Et nous faisons le même bilan avec le peuple. Et nous constatons que nous ne faisons que nous enfoncer dans la misère et dans la pauvreté. Et ce pays ne change pas, ce pays change plutôt dans le mauvais sens, puisque nous sommes les derniers partout. Ce n'est pas un bilan élogieux. Je pense que je ne peux pas m'exprimer mieux que cela. Mais il faut dire que le pays a quand même eu des améliorations. On parle d'un taux de croissance de 8,2% pour l'année qui vient de s'achever. Vous ne pensez pas qu'on est en train d'avancer? Tout ça, c'est de la manipulation. C'est un taux de croissance qui est purement fictif et imaginaire. Ça vient de la Banque mondiale et du FMI. Hein? Non, suivez les déclarations du président de la FEC. Dans une interview qu'il avait ou dans une déposition récente de la FEC, il avoue qu'un taux de croissance qui n'apporte pas l'amélioration de la population, qui ne réduit pas la pauvreté, ce n'est pas un taux de croissance. Donc je vais ajouter qu'il voulait dire que c'est de la manipulation des chiffres. Cette économie est artificiellement entretenue par une mafia au niveau des secteurs productifs qui sont les minerais et d'autres secteurs de l'économie qui ne sont pas aux mains des Congolais, mais qui sont aux mains des expatriés qui, pour la plupart, font le blanchiment d'argent. Donc, on ne peut pas compter sur cela. Il faut la production et donner du travail aux Congolais, surtout aux jeunes. Vous avez 80% de chômeurs parmi les jeunes. Quel est le bilan que vous voulez faire? Moi, les choses parlent d'elles-mêmes, madame. Hein, je ne peux pas continuer à citer les malheurs des Congolais. Je préfère m'arrêter là. Et il faut dire que pour un pays qui sort de la guerre, vous ne pensez pas qu'il bénéficie quand même des circonstances atténuantes? Mais cette guerre, qui l'entretient? Hein? Je crois que c'est une guerre qui profite beaucoup plus à ceux qui en tirent les ficelles qu'au peuple congolais. Le peuple ne fait que souffrir, les femmes qui sont violées, les enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont même violentés aussi. Et nous tous, nous subissons les conséquences de cette guerre. Et le pays évolue de cette manière-là, dans la pauvreté la plus abominable, de telle sorte que nous sommes le dernier des pays au monde en termes de développement humain, alors que nous sommes les pays les plus riches au monde, potentiellement riches au monde en matière de ressources naturelles. Mais il faut dire qu'on a quand même gagné de place avec le dernier rapport de Transparency International pour la lutte contre la corruption. 6 points, c'est déjà pas mal, quoi. Oui, peut-être. Pourquoi vous ne voyez que le côté négatif de la chose? Parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Il faut que ça aille mieux, madame. Il faut que ça aille mieux. Nous avons les potentiels. Ce pays a des femmes et des hommes capables de le redresser et cesser de dire tout le temps que nous sommes négativistes. Nous voyons les choses objectivement, nous avons les compétences voulues et d'ailleurs c'est pour ça que ceux de nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora s'insurgent contre ce système qui consiste tout le temps à voir les choses comme si tout va bien, et il faut tout accepter, tia mototo kata, c'est ça. On accepte n'importe quoi dans ce pays. On va parler de ce phénomène combattant qui a également marqué la fin de l'année 2013, hein, mais parlons quand même et également sur le plan social. On a vu que l'actuel gouvernement a amorcé un vaste projet de construction d'écoles, la réhabilitation des infrastructures, 1000 sur fonds propres. Comment avez-vous accueilli cela? On va voir. On va voir. Toujours est-il que quand vous allez à l'Unikin, par exemple, on n'a même pas mis une couche de peinture depuis des années. Vous allez me dire que c'est depuis l'époque de Mobutu, mais nous avons combattu Mobutu aussi, parce qu'il gérait mal ce pays de cette manière-là. Donc, pour moi, pour nous, rien n'a changé.
en positif. Au contraire, tout s'est fait que c'est dégradé. Nous allons voir, s'il y a de nouvelles écoles, on verra. Mais combien y en aura-t-il? Pour combien d'enfants? Hein? C'est les saupoudrages. On fait quelque chose pour démontrer aux Congolais qu'on a fait quelque chose. On a construit une route, un boulevard de 6 à 7 kilomètres. On dit aux Congolais, voilà, on a construit le pays, on a construit. Ce n'est pas ça le pays. Ce n'est pas ça le pays. Allez dans des routes. Vous allez vous embourber dans les routes du Kasaï, de la province orientale, où certains ont été, se sont embourbés, mais tout le monde s'embourbe. Quand vous allez là, vous vous embourbez. C'est que le pays ne va pas bien. Alors, il faut dire que vous êtes professeur également, docteur Tarsis Nsteke. Quel est le regard que vous jetez sur le système éducatif congolais? Mais le système éducatif congolais, qui était un des meilleurs en Afrique, et ça je peux vous le dire, nos étudiants, je parle des médecins que nous avons formés à un moment donné, lorsqu'ils se retrouvent dans des conditions optimales dans des pays du tiers, des pays d'Europe ou des pays qui leur donnent les structures pour évoluer. Mais actuellement, le système éducatif évolue d'une manière tout à fait négative, dans la mesure où on n'y met pas les moyens que n'importe quel pays au monde met dans l'éducation. Vous savez que dans beaucoup de pays en Occident et dans le monde en général, on mobilise beaucoup de moyens pour l'éducation, la santé et aussi la recherche. Ce sont les 3 secteurs importants qui amènent le développement. On les appelle des ascenseurs, hein, qui font monter le pays vers la croissance, le développement d'une manière générale. Et ces 3 secteurs-là, dans notre pays, on les ignore. Vous pouvez me dire combien, dans le budget qu'on va déposer à l'Assemblée nationale, combien est consacré à la santé, à l'éducation et à la recherche? C'est minable. Et à ce moment-là, on privilégie les dépenses dites de souveraineté. C'est des dépenses de souveraineté qui sont des dépenses fourre-tout pour créer une richesse artificielle dans le chef de ceux qui dirigent ce pays. Il faut dire, hormis cela, le système éducatif pose problème, mais il y a également les enseignants. On souffre des compétences, on parle du vieillissement, surtout des professeurs et qui n'ont pas assuré la relève, surtout à l'UNIKIN ou dans d'autres universités. Comment pouvez-vous assurer la relève quand vous n'avez pas les moyens d'assurer une éducation valable? Les étudiants n'ont pas de bibliothèque comme il se doit. Au XXIe siècle, où l'Internet est un élément important dans un campus universitaire, et moi je donne cours à l'extérieur, je sais de quoi je parle, l'Internet était un instrument indispensable pour tout étudiant. Ça veut dire que chaque étudiant doit au moins avoir un laptop pour faire des recherches à domicile, pour étudier. D'ailleurs, ce que j'ai dit, c'est aussi vrai pour l'école secondaire et même l'école primaire. Mais je me limite à l'université, je fais une comparaison. Donc, combien d'étudiants disposent de l'Internet, de laptops, combien de bibliothèques a-t-on dans nos universités où il y a d'ailleurs un essaimage sans qu'on puisse étudier les conditions pour créer de bonnes universités, mais on en a créé un peu partout, même des universités qui ne sont pas du tout viables. Donc, pour moi, le secteur éducatif est le plus mal servi à l'heure actuelle et c'est encore une espèce, un des paramètres de la violence institutionnelle dont j'avais parlé. Alors parlons un peu de cette violence. Vous êtes maintes fois revenu sur ça, mais on parle de cette violence qui caractérise les Congolais, surtout à l'extérieur du pays, avec ce phénomène combattant. On en a encore parlé à la fin de l'année 2013, où on a vu carrément nos frères s'en prendre à des musiciens. Vous êtes de l'UDPS Benelux, donc Belgique, France, tout ce pays-là. Comment analysez-vous ce phénomène combattant ? Pourquoi ils doivent-ils être violents comme ça? D'abord,
Je récuse ce que vous dites en disant que les combattants sont violents. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. C'est à vous de me prouver qu'ils sont violents. En dehors des individualités. En dehors des individualités, qui sont des groupes incontrôlés. Et dans toutes les manifestations, même en Europe, entre les Européens et même, il y a toujours des débordements, il y a toujours des brebis galeuses, comme on dit, des gens qui provoquent des troubles, des casseurs qui vont aller perturber la manifestation et tout casser. Mais je reviens en arrière pour dire deux choses. La première chose, c'est que le terme combattant n'est pas d'aujourd'hui. C'est un terme qui existe depuis l'époque de Mobutu, mais qui a servi à combattre la dictature de l'époque. Et ce terme existera tout le temps qu'il y aura une dictature au Congo. Ce n'est pas lié forcément à la personne de Tshisekedi. Non, c'est une grosse erreur d'associer les termes ou les phénomènes combattants avec l'UDPS, avec les Tshisekedi, qui n'a rien à voir avec ça. C'est lié tout simplement à la frustration que vivent les Congolais de la diaspora par rapport à ce que vivent les Congolais de l'intérieur. Absence de liberté, pauvreté, conditions de vie très difficiles, et tout ça fait qu'ils reçoivent à la longueur des journées des demandes du pays. Envoyez-nous de l'argent pour un deuil, envoyez-nous de l'argent pour l'école de l'enfant, envoyez-nous de l'argent. Donc, c'est eux qui subissent ça. Et ils se disent, mais ce n'est pas normal que ça continue comme ça. Donc il faut que ça change dans ce pays-là. Il fut un moment où c'est d'ici qu'on envoyait l'argent en Europe. C'est du Congo qu'on envoyait de l'argent pour payer les Minerval, pour donner de quoi vivre aux familles qui étaient en Europe. Maintenant, c'est l'inverse qui se fait. Et avec les phénomènes se posent avec beaucoup d'acuité. Donc vous comprenez la frustration que vivent ces Congolais de la diaspora qui estime qu'un concert de musique qui vient pour distraire les gens n'est pas nécessairement bien accueilli. Je crois qu'on peut distraire les gens au Congo, mais pas à l'extérieur, où on médite fort pour le changement dans ce pays. Alors il faut dire, là c'est carrément un message aux musiciens, ne venez plus en Europe, quoi. Ah, moi j'ai suivi les déclarations de l'un d'eux qui s'en prend aux Congolais de la diaspora à sa manière. J'estime que ce n'était pas correct, ces paroles vis-à-vis des personnes valables qui sont dans la diaspora, parce que quand il y a 7000 personnes dans les rues de Paris et que cela n'interpelle personne au pays, ça c'est grave. C'est qu'on est irresponsable. On minimise le phénomène ici. Vous pensez qu'on ne prend pas à bras le corps? J'ai suivi un ministre qui, à la longueur de journée, injurie les Congolais qui ont manifesté pour les discréditer totalement. Et ça, c'est inadmissible. Alors, on va bientôt terminer. Parlons quand même de défis et les grands enjeux qui attendent la République démocratique du Congo en 2014, selon vous, ce sont lesquels? Pour moi, le défi, c'est le changement. Il faut que les Congolais puissent changer le système qui les maintient dans la situation de violence institutionnelle permanente. Et ensuite, il faut pour moi, il faut qu'à un moment donné, qu'on organise des élections dans ce pays qui soient réellement démocratiques et transparentes. Mais nous sommes loin de là, puisqu'on a changé, on a enlevé la commission électorale championne de la fraude de 2011 pour en remplacer par une autre qui fera tout aussi la même chose comme celle de 2011, puisque nous savons déjà que tout se prépare pour que ça se passe ainsi. La commission électorale n'est pas du tout indépendante. Donc pour nous, les enjeux importants, c'est d'abord l'amélioration du sort de la population qui vit dans des conditions pénibles que vous connaissez. Deuxième enjeu, c'est qu'il faut qu'on mette fin à la crise de la légitimité, et nous sommes là-dedans. Nous nous battons pour que cette crise
soit arrêté et qu'on y mette fin, même avant 2016, et enfin qu'on arrive à organiser des élections démocratiques dans ce pays. Docteur Tarcisse Doseke, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un mot, des vœux encore, je sais que vous avez eu à le faire tout au début de cette émission, un mot de la fin pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Un mot de la fin, je l'adresse à notre peuple qui, je sais que parfois est découragé par ce qui se passe, les violences, la pauvreté, les conditions de vie difficiles. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas une fatalité. Il ne faut pas céder au découragement. Je pense qu'avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination, nous arriverons à avoir un changement dans ce pays, un changement qui ne se fera pas dans la violence. Parce que nous menons une lutte non violente, un changement qui ne se fera pas dans la violence, et bien un changement qui amènera la prospérité pour ce pays et le bien-être pour chacune et chacun de vous. Je vous remercie. Merci à vous et merci également aux téléspectateurs. Je sais que vous avez été nombreux pour ce premier numéro de votre magazine d'actualité Regard Sur, en tout cas en ce qui concerne cette année 2014. Au nom de Barbara Nzimbi, la présentatrice attitrée de cette émission, et en mon nom propre, ainsi qu'au nom de toute la grande équipe technique, nous tenons à vous réitérer nos vœux les meilleurs pour cette année qui vient de commencer. Surtout, restez fidèles au programme de la télévision haute définition. On se donne rendez-vous déjà le vendredi prochain pour un autre numéro avec un autre invité. Au revoir et bonsoir chez vous.